Programme c'est Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat. Comme vous le savez, tous les mardis, nous avons une problématique qui a trait à l'entrepreneuriat. Ce matin, nous avons choisi de parler du livre. Nous avons choisi de parler du livre. Un grand zoom sur le livre avec une interrogation. Le livre peut-il constituer une source de développement? Quel est le regard que vous posez sur l'aspect livresque lorsque nous parlons de l'ordre entrepreneurial? C'est la problématique de ce matin. Mais avant tout cela, on aura déjà également marqué nos arrêts avec la très époustouflante Claudia Ancha pour une balade informationnelle en kiosque. Votre dénonciation est restée intacte. Elle vous sera également proposée le moment venu. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Info TV et surtout lorsque vous regardez votre programme Espace Miné. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous commençons par accueillir le premier frère qui nous a rendu visite à sa manière ce matin. Il s'agit de Ndama Traoré Yakoubé. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour monsieur Haïssi. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ça se voit, hein? Le Cameroun est un beau pays et je me plais à être ici. Je souligne que vous êtes des nationalités gabonaises. Affirmatif. Mais je ne sais pas pourquoi la télévision camerounaise ne veut pas vous montrer à l'antenne. Hein? Ben, posez la question à la régie, j'en sais rien. Peut-être que je suis un fantôme. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi d'accueillir Ibrahim, qui est également parmi nous ce matin. Ibrahim, bonjour. Bonjour, Prof. Haïssi. Bonjour à tous les co-panélistes de ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, je vais assez bien. Merci encore de me joindre à votre panel. Ibrahim est chef d'entreprise. Il aborde d'ailleurs plusieurs casquettes. Mais tous les mardis, nous le recevons surtout dans le cadre de sa casquette ayant trait à l'expertise entrepreneuriale. Ibrahim, merci d'être encore là. C'est moi qui vous remercie. Nous allons essayer également de voir si avec le concours de la régie, tout est revenu dans l'ordre. On va donc encore accueillir à nouveau notre frère et ami Ndama Traoré qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour monsieur Haïssi. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que ça ne va pas toujours. Moi je vais bien, moi ça va, je suis à l'aise ce matin, on m'a très bien reçu dans votre chaîne. Mais comme c'est la télé, hein, on va marquer une touche pause. Parce que c'est pas la radio. En télé, quand on parle, on doit te voir. À tout de suite pour la suite. Plateau, là c'est nickel. Là le Gabon vous regarde. Là le Gabon vous... Montrez Traoré. On n'a pas assez vu là. Je dois signaler, hein, Traoré, que vous êtes des nationalités gabonaises. Vous êtes écrivain. Vous abordez d'ailleurs plusieurs casquettes. Hein. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes expert dans plusieurs domaines. Mais ce matin, nous vous recevons surtout en tant qu'écrivain. Et je dois dire que vous avez un nouvel ouvrage que vous venez de mettre sur le marché. Ce n'est pas pour rien que vous avez été invité ce matin parce que nous allons parler du livre et il nous fallait un écrivain sur ce plateau. Le livre s'intitule Okogo, l'arbre de la connaissance, tome 1, la naissance d'un héros. Wow. Le titre en lui-même est révélateur. Hein? Globalement, il s'agit de quoi? Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer certaines personnes, parce qu'apparemment c'est la tradition dans cette émission, je ne souhaite pas y déroger. Il s'agit de 4 femmes sans qui je ne serais pas ici. La première, c'est ma mère, qui a 79 ans. C'est une grande dame, elle ne sait ni lire ni écrire. C'est une femme au foyer qui a su élever 8 enfants. Et tous sont moins master. Donc vraiment, c'est une femme, j'aimerais te remercier, maman, si tu nous regardes là où tu es. Merci beaucoup. Ensuite, il y a la plus grande de mes sœurs, Madame Zenaba Traoré Ndama, veuve Diakité, son mari est décédé. Elle nous regarde depuis Port-Gentil. Ensuite, Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Ensuite, il y a Madame Assita Traoré Ndama, épouse Ndao, qui nous regarde de Libreville, à Est quartier Estéfo. Et enfin, la dernière et non des moindres de mes grandes sœurs, que j'aime aussi énormément, c'est Ousna Traoré Ndama, qui est votre fan inconditionnel, qui ne m'aurait pas pardonné cette petite interview, ce petit interlude, si je l'avais zappé. Et surtout, elle boit du petit lait lorsque vous présentez Monsieur Pierre Blaireau Niemek en tant que digne fils de Boum Djebel, fier descendant du grand Oumniobé qui nous inspire, nous tous les Africains, et qui est le casse-code de tous les casse-tout de toutes les normes établies.
Donc, elle boit du petit lait, elle nous regarde depuis la Norvège, la ville de Stavanger, de Stadnes, pardon. Et je te salue, ma chère grande sœur que j'aime énormément. Merci beaucoup. Alors, cet ouvrage de 342 pages parle globalement de quoi? Je vois là, Okogo, l'arbre de la connaissance, tome 1, la naissance d'un héros. D'accord, je suis d'abord président fondateur d'une ONG. Je suis un scientifique, je suis ingénieur à la base. Oui. Et mon amour pour la science, j'ai constaté qu'on a nos systèmes scolaires au Gabon qui ressemblent beaucoup à celui du Cameroun, je pense. Nous avons les mêmes réalités. Et très élitistes et exclusifs. On a tendance à avoir une élite de professeurs qui manquent de pédagogie, je veux dire ça comme ça. Et donc, on a beaucoup de jeunes qui restent sur le carreau à cause du système scolaire qui est très difficile. Alors qu'il y a des personnes qui ont des capacités de le faire, il suffit juste de bien les encadrer. Donc, j'ai créé une ONG avec un groupe d'amis au Gabon qui s'appelle l'ONG Euclide, dont ma secrétaire générale, Madame Janine Doctéré, qui nous regarde aussi, je te fais un bisou là-bas, donc qui a vocation à vulgariser la science. Donc la problématique très tôt de la nécessité de valoriser la connaissance s'est présentée. Donc j'ai écrit ce livre-là parce que une de mes casquettes, justement, c'est que je suis écrivain et ceci est mon 3e livre qui a été édité. Okogo signifie, en langue téké, qui est une ethnie du Gabon, signifie l'arbre le plus haut de la forêt. D'ailleurs, le roi Makoko, si vous voyez bien un peu l'histoire de Savonian de Brazza qui a découvert Brazzaville, soi-disant, Savonian de Brazza est passé par le Gabon, est arrivé à Brazzaville et a posé la question aux populations qui étaient présentes là-bas, qui étaient majoritairement la population téké. On a posé la question, qui est votre chef? Et on lui a dit, le voilà le chef, il a dit Mokogo, il a mal traduit, il a dit Makoko. Donc je suis l'homme le plus grand. Donc Okogo, c'est l'arbre le plus grand de la forêt. Dans l'imaginaire... C'est un tout petit peu comme le baobab. Exactement, sauf que pour nous, les gens de la forêt, c'est Okogo. Okogo. Voilà. Ici, chez nous, c'est Singang. Par contre, nous avons aussi un autre arbre qui s'appelle Kevazingo. Et c'est le nom de ma maison d'édition, Kevazingo Édition. D'accord. Voilà. Donc, Okogo, l'arbre de la connaissance, la problématique est venue de la nécessité de préserver, de valoriser la connaissance. Donc, dans l'univers de l'œuvre, nous sommes dans un univers post-apocalyptique, après une guerre nucléaire entre les personnes de l'hémisphère nord là-bas. Ils n'ont plus d'endroit où vivre, et bien ils viennent vivre en Afrique. Et quand ils viennent vivre en Afrique, il y a une seconde récolonisation qui se fait. Alors qu'est-ce que nous, Africains, on fait? Est-ce qu'on regarde, on se laisse récoloniser une deuxième fois? Je pense que non, il faut que nous nous réveillons. Et donc, pour pouvoir nous réveiller... C'est une grande problématique. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, certains présidents chefs d'État l'ont très bien compris, par exemple au Burkina Faso. Il insiste sur le transfert technologique. J'ai fait mes études en France. Lorsqu'on allait sur le site de Cadarache, j'avais pas droit d'accès. Parce que je suis étranger, je ne suis pas français. Et il y avait même un collègue franco-allemand qui n'avait pas droit à accéder là-bas parce qu'il y avait du nucléaire. Et la France a des accords d'interdiction de partage de connaissances sur le secteur du nucléaire avec certains pays, par exemple. Bon. Ah oui. Un franco-germanique, il était interdit. Donc, c'est pour dire que la connaissance comme arme, comme outil, est une réelle nécessité dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, d'où l'intérêt de mettre en avant cette nécessité à travers cet ouvrage-là dans lequel l'humanité a reculé de 300 ans en arrière. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de technologie, il n'y a plus rien du tout. Sauf que la connaissance a été enterrée sur un village au voisinage de Libreville, sous un arbre qui s'appelle Okogo. Et donc l'histoire, c'est que le héros doit retrouver cet arbre-là dans lequel la connaissance a été enterrée 3 siècles plus tôt. Formidable, hein? Formidable. C'est un grand challenge. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? Sur Amazon. Oui. Et en ce moment aussi au niveau du Cameroun, mon numéro, je peux le mettre à disposition. Bien sûr. Et au Gabon, bien entendu, aussi... à librairie si ça ne vous dérange pas, vous pouvez donner votre numéro. Hein. Bien entendu. Alors, allez-y. 695 87 86 87. On peut reprendre. 695 87 86 87. Et là, vous pourrez avoir cet ouvrage, hein, que moi-même je vais d'ailleurs lire. Je l'ai juste feuilleté, mais je peux vous rassurer que c'est véritablement un puits de connaissances. La problématique est plus que jamais d'actualité. Le peuple africain doit se réveiller. Nous devons absolument aller vers la connaissance. C'est une obligation, c'est ou ça ou on... Sinon on demeurera esclave. Et il faut qu'on sorte de la zone de confort. Parce que je vois souvent beaucoup d'Africains qui aiment dire oui, on a inventé tout en premier, l'os de je sais pas où, les mathématiques c'est nous. Oui, je dis d'accord, c'est vrai, on vous accorde cette vérité historique. Si ça te fait que tu te sens bien en tant que noir, que tu as découvert le chose d'avant, tant mieux. Non, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on en a fait après? Pourquoi est-ce que c'est Archimède qui est venu m'enseigner, qui est un grec, qui est venu m'enseigner la connaissance? Pourquoi elle est venue voler ici? Mais justement, donc, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes endormis avec la connaissance et on a eu sommeil. Et les autres sont venus avec notre connaissance que nous avons initiée. Nous sommes endormis avec quoi? La connaissance.
Ben, c'est la réalité. Parce qu'on aime dire que les Africains, nous avons tout inventé. Donc j'accorde ça, c'est discutable. Mais après, qu'est-ce qu'on en a fait? La poudre à canon, c'est inventé par les Chinois. Mais pourtant, les Européens, eux, les Chinois utilisaient ça pour faire des feux d'artifice. Les Européens utilisaient ça pour faire des armes. Merci d'être là, Ndama Traoré Yakoubé, auteur de cet ouvrage Okogo, l'arbre de la connaissance, tome 1, la naissance d'un héros. Il est de nationalité gabonaise, il est parmi nous ce matin et justement, on ira un peu plus en profondeur pour voir si le livre peut constituer une source de développement. Et nous accueillons Joseph Zambo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour papa ici et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Tu es toujours à la recherche de la connaissance, j'espère. Cette connaissance qui est cachée au pied d'un grand arbre. Il faut aller dessoucher de cette connaissance. Ah oui, la problématique sur les livres, on va la développer parce que il faut bien que cette éducation-là vienne. Pas qu'elle revienne, qu'elle vienne en Afrique. Je suis en train d'écrire le mien. Ouais. C'est un projet de plus de 15 ans. La voix, le pouvoir et la gloire. Ce sera le titre de cet ouvrage. Je suis en train d'écrire. Cette fois-là, on va lire. Bon, je ne vais pas aller plus loin. J'ai peur de gâter. Joseph Zambo est expert en entrepreneuriat. Accueillons donc justement la formule que beaucoup aiment, même du côté de la Norvège. Notre dit fils de Boumyebel, descendant de Oumyobé, il restera le consultant alias Castou. Pierre Bluruyemé, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. La petite histoire, c'est que l'écrivain qui est sur notre plateau, sa grande sœur m'écrit après chaque émission. Ah bon? Oui, oui. Wow. Pour me dire, elle recommence la formule. Je dis, mais 10 fils de Boumyébé, descendants de Boumyébé. Et voilà. Et donc, quand elle m'a parlé à moi de son petit frère qui écrivait, je lui ai dit, bon, on verra. Mais nous, on ne reçoit pas n'importe qui sur Espace Miné. J'ai donc eu un moment d'échange avec M. Traoré. Oh, bon, c'était autour d'un poisson braisé. Bon, c'est normal, la solidarité africaine, et même cette hospitalité. Il m'a invité autour d'un poisson braisé. Mais je n'étais pas... Et la présentation seulement de son ouvrage, je lui ai dit non. Viens à l'émission. Viens à l'émission. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors, il y a des gens comme ça, parce qu'il y en a qui nous sollicitent et qui ne peuvent pas passer, parce qu'il faut le dire. Il y en a même à qui nous disons, parce que la télé est une télé commerciale, que non, ben, il faut payer pour passer. Mais je lui ai dit, dans ton cas, vraiment, viens à l'émission. C'est la connaissance. Oui, tu diffuses quelque chose de très beau. Ça mérite que les Africains soient au courant de ce que tu dis. Et je lui ai dit d'être totalement libre. Et heureusement que vous avez parcouru déjà l'ouvrage. Je crois que c'est un creuset. Moi, j'ai été séduit en tant que philosophe. Et par ailleurs, il a plus d'une trentaine de manuscrits déjà écrits. Wow. Ça veut dire qu'il mène vraiment une vie d'écrivain. Et c'est appréciable. Qu'on ait des Africains qui veulent reconstruire une idéologie africaine, il faut les y encourager. Je suis heureux donc d'être sur votre panel ce matin. Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit, tu n'es pas un fruit mûr pour tout le monde. C'est tout. Reprenons ça. Tu n'es pas un fruit mûr pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le miel a ses détracteurs. Même la mangue la plus juteuse laisse certains indifférents. Donc ne te bats pas trop à vouloir plaire à tout le monde, convaincre tout le monde de ton mérite, mais fais bien ce que tu as à faire. Ceux qui ont les dispositions à apprécier vont apprécier. Ceux qui sont de dispositions contraires rejetteront, quelle que soit la beauté. Il y en a qui disent que papa ici ne connaît rien de la modération. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai, beaucoup le disent. Voilà, donc. Ils disent d'ailleurs que je suis un journaliste. Voilà, donc. Ils disent que quand on parle de journalisme, parfois, vous citez aussi ici. Donc, tu n'es pas un fruit mûr pour tout le monde. C'est vrai. Et à ceux-là, je leur envoie un grand bisou. Voilà, donc. Maintenant, si ton idée est de te parfaire toi-même comme tu es parfait, tant mieux.
Mais ce n'est pas dans le but d'amener tout le monde à croire finalement que tu es un bon fruit. J'ai dit souvent quelque chose à Pierre Blériot. Dieu même qui a fabriqué l'humanité n'a jamais fait l'unanimité. Bien sûr, son fils a été assassiné. D'ailleurs, si on vous dit même ce qu'on disait de son fils là, d'autres disent même qu'il était homo. Je préfère prendre une touche pause qui s'impose d'ailleurs. Claudia Antia, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mené qui nous retrouvent nombreux ce mardi matin, c'est un plaisir. Oh, la petite Claudia qui illumine tous les matins ce plateau. Hein. Oui, quand même. Tu es de plus en plus reluisante. Le voisin te l'a dit? En fait, j'ai pas de voisin, mon voisin a déménagé. Donc, ouais, mes condoléances. Parfait, je te vole une minute. Oui, il y a un ouvrage qui a été écrit par un groupe de journalistes. Oui. Et davantage des femmes là-dedans. Je conseille ce livre à toutes les journalistes femmes. Oui. Il y a une dame qui a dit que pendant que vous brillez, mariez-vous. Non, si j'ai vu cette oui, parce que quand tu es belle comme Claude, tu es belle là maintenant. C'est maintenant que tu peux tirer ton bon mari. C'est vrai. Même s'il n'est pas riche, même s'il n'est pas ceci, ce sera le tien. Comment ça, même s'il n'est pas riche? Tu veux que Claude aille prendre quelqu'un qui n'est pas riche? Non, je n'accepte pas. À force de chercher celui qui... Non. Il peut ne pas être riche maintenant et devenir riche. Non, nous ne sommes pas là pour garder le livre dans l'espoir. Donc, donc, mais je dis que c'est bien, les femmes journalistes, mariez-vous. Seulement les femmes journalistes. Quand vous brillez. Quand vous brillez. Non, nous on va briller jusqu'à. Nous sommes comme du bon vin. Plus c'est pas du. Même voilà. 10 ans et brille. Voilà. Claudia. Vous voyez, monsieur Zachary Niman peut encore se marier. Non, rien contre sa femme. Elle est très belle. Donc, nous on peut se marier à tous les âges. Monsieur Dieudonné peut encore. Mais, mariez-vous quand vous êtes jeune. Non, arrêtez. Je préfère sortir de cette. Non, je parle de la beauté. Pas sortir parce que les hommes sont toujours en train de parler. Genre, même s'il y a 90 ans, on peut toujours. Même les femmes, il suffit de prendre bien soin de son corps. Il y a une femme qui a été épousée à 90 ans. Bah, parce que peut-être qu'il n'y a pas des témoignages, mais il y en a qui se marient. Je n'ai pas d'exemple. Voilà, ça reste dans la vie. Qui dans la Bible, ça c'est la Bible. Fécondité à 90 ans. C'est pas le mariage, c'est la fécondité. C'est la même chose. Je veux dire que c'est possible. C'est possible. Arrêtez avec. Claudia. Je dis que même si aujourd'hui. Claudia. Non, attendez. Sur le conseil. Non, je dis que, d'accord, je suis là, je brille encore. Bon, si quelqu'un se présente, ok, d'accord. Et s'il ne se présente pas, même si t'as 70 ans, je vais me marier. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Arrêtez avec. Claudia, on s'énerve pas. Non. Voilà. Claudia, on baisse. Voilà. C'est bon. Claudia, que disent les journaux? D'accord, parfait. Ici, voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce mardi, au bac 2025, Boniface Bayola dit stop à la désinformation sur les réseaux sociaux. C'est la principale information à retenir du quotidien. Info Matin, il faut entendre que réagissant sur le sujet ce 9 juin, lors de sa tournée d'évaluation des examens CAPIEM, CAPIET et probatoires dans certains établissements scolaires du Fundi et de la Mofouya Famba,
Le CICEN demande également d'arrêter de distraire les candidats. Le billet hebdomadaire Le Point, ce journal de Thierry Patrick Gondois est en kiosque ce mardi, en petite tribune, en page 9 précisément. On parle d'abord d'Info TV, Dieudonné Vang, Zachary Niman, et la bonne performance est donc présentée dans ce journal. Et puis en grande tribune, on s'intéresse à l'élection présidentielle, agitation préélectorale. Professeur Luc Singom fait donc un recadrage, autant pour moi, en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. On poursuit avec la présidentielle 2025. Cette fois-ci, on en parle avec le quotidien. À Capitaux Public Cameroun Tribune, Marie-Claire Nana présente la course au financement pour couvrir toutes les dépenses liées à l'élection qui approche à grands pas, notamment le paiement de la caution de 30 millions de francs CFA. Les cotisations des militants et des opérations de levée de fonds sont mises à contribution dont les partis politiques intéressés. Les options choisies par les uns et les autres doivent toutefois rester conformes à la loi. Le focus est donc à lire de la page 8 à 9 ce mardi. On parle d'autre chose dans cette revue de presse, précisément les microbes. Le quotidien Le Jour nous dit ce matin que 27 microbes sont déjà à Kondengui, interpellés après une attaque perpétrée le 5 juin dernier au marché Mokolo. Ils ont été placés en garde à vue administrative à Pranton. La nouvelle expression est en kiosque ce matin. Ici, on parle de répression politique. Kamto, encore chassé de Douala, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a finalement quitté l'appartement qu'il occupait au quartier Bonapriso hier, lundi 9 juin 2025, sous forte escorte policière, en direction de Yaoundé après 2 jours de siège dans la résidence qu'il a accueillie de son retour de Paris. C'est la deuxième fois qu'il est conduit manu militari hors de la ville de Douala pour Yaoundé à Pranton. En page 3 de ce journal, le tabloïd Le Messager s'intéresse également à Maurice Kamto. Ici, on présente le rat de marée, accueilli en héros hier soir à Yaoundé après une tournée politique marquée par les tensions à Douala. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, continue de semer la panique au sein du régime. On change de cap, on parle d'autre chose avec le quotidien Mutation. Aux nouvelles cartes d'identité, des usagers se plaignent des délais de délivrance qui se rallongent à nouveau après les enrôlements en ligne et physique. Au lancement du nouveau système en février 2025, le DGSN avait indiqué que le délai de 48 heures ne concernait que les demandes qui n'ont pas de problème de filiation ou de double identité. Le journal présente ici le chrono qui fâche en page 5. L'œil du Sahel est en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous amène du côté de Sakmé. Ici, l'on apprend que 4 soldats ont été tués dans une attaque de Boko Haram. Guibaï Gatama raconte ce récit en page 3. Je clôture la revue de presse avec l'économie quotidien. Ici, on parle de CEAC. Les aérés des États plombent le fonctionnement de l'institution. À Pranton, il faut entendre en page 3 qu'un audit en vue pour dégager la part de chaque pays membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale est prévu. Et puis enfin, inclusion financière des femmes, le Cameroun se distingue en zone SOMAC. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Bonne journée à vous également et surtout bonne suite d'émission. Le temps pour moi également de profiter de cette vitrine pour dire aux téléspectateurs de me suivre chaque samedi dans le cadre de votre programme Business Market. C'est à partir de 15h. 15h, oui. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite. Même à 90 ans, tu vas te marier. Marie-toi maintenant. Marie-toi maintenant. Voilà ça que je te dis. Depuis, je te dis... non, pas moi. Moi, je suis déjà occupé. Marie-toi maintenant.
Et Pierre Blériot reprend le microphone cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, je me fais le porte-voix d'une dénonciation qui a été faite par un membre du gouvernement. Permettez que je lise le communiqué radio-presse, afin que nous soyons pour les uns et les autres au même niveau d'information. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille porte à la connaissance de la communauté nationale l'existence au Cameroun d'un site pornographique et de proxénétisme dénommé Jeux de l'eau. Entre parenthèses, cmjeudelo.com, à travers lequel de très jeunes filles à peine pubertes sont recrutées et exploitées sexuellement par des personnes adultes. Cette pratique inacceptable constitue une grave violation des droits de l'enfant en général et ceux de la jeune fille en particulier, énoncés dans l'arsenal juridique national et international ratifié par notre pays, et notamment le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Je m'arrête là. Parfait, ici. Oui. Des vieillards, des vieilles personnes, parce qu'elles ont un peu d'argent, se sont organisés autour d'un site, plusieurs sites, mais celui-ci, Jeux de l'eau. Là-dedans, ils attirent à travers les premières victimes, au travers des premières victimes, d'autres victimes. Mais la particularité, c'est qu'ils sont dans la tranche 13, 14, 15 ans. Ces filles qui sont attrapées. Oui, les victimes sont dans cette tranche-là. Elles sont dans... Et elles font l'objet de proxénétisme, de pornographie et autres. Cela se passe dans notre pays. Et cela est le fait d'adultes véreux et malveillants. Donc nos enfants ne sont pas en sécurité. La part du gain aidant, il propose à ces enfants des sommes qui pour les enfants sont des sommes importantes. 50, 100 000 francs. Merci Pierre Blériot. C'est donc un communiqué du gouvernement par la voix du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Madame le ministre Abena Ondoa. Je passe la parole à Ibrahim pour son commentaire, son regard. Alors, parfait, ici c'est une situation qui a le vent en poupe actuellement dans le monde. Il y a moins de 4 jours, j'ai reçu d'une des personnes qui aiment trop Blériot et mec, Madame Jacqueline Bissossolé qui vit en France, une vidéo où en fait on essayait de sensibiliser, d'éduquer les enfants sur ce que les adultes peuvent et ne peuvent pas faire sur leur corps. Et elle me disait, ben, Ibrahim, comme je te vois souvent avec des enfants en train de les sensibiliser, les encourager, je voulais que tu sois un porte-parole pour éduquer les enfants, pour leur dire, ben, un tonton, un papa, un tati n'a pas le droit de toucher tes soeurs, n'a pas le droit de toucher tes fesses, n'a pas le droit de te demander de le toucher dans des parties intimes. Donc, actuellement, dans le monde entier, il y a cette pratique qui est en train de se généraliser de partout. Elle est très accentuée en France, parce qu'en France, il y a même des malades. Moi, je dis ça, c'est de la maladie, de penser et de dire dans le droit que si quelqu'un à 12 ans est consentante à l'acte sexuel, ce n'est plus un viol ou que c'est plus un abus. Ça, c'est de la sorcellerie. Et je crois que c'est ce qu'on veut apporter en Afrique. Et c'est ce genre de colonisation dont on n'a véritablement pas besoin. Véritablement, ce que je pense, c'est il faudrait récupérer ces papas, il faudrait les chicoter. Ah bon? Non, il faudrait les chicoter, parce qu'ils sont mal intentionnés. Ils sont en train de détruire l'avenir des pays africains. Ça, c'est l'avenir. Enfin, ici, imaginez-vous, moi, mes cadets qui arrivent vont chercher à se marier, à épouser une fille qui a été tordue, traumatisée, déformée sur le plan sexuel depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Ça, c'est détruire l'avenir du pays. On va les prendre, on les chicote, on les enferme même d'abord copieusement. La chose que moi je peux proposer dans ce cas de figure, parfait, c'est vraiment d'encourager les parents à éduquer leurs enfants et à arrêter de faire de la sexualité un sujet tabou. À le mettre sur la table, à leur dire, écoutez, je ne vous permets pas de faire ça, je ne veux pas que vous soyez en train de faire ça, on ne peut pas vous dire que pour tel montant, on peut toucher ici, on peut faire ceci, ou on peut entrer là-bas. Non, il faut véritablement que les parents s'engagent dans cette bataille, parce qu'il y a un véritable mouvement qui vise à pervertir la jeunesse africaine. Très bien. Merci Ibrahim. Alors, Traoré, je le disais tout à l'heure, vous êtes Gabonais. Je ne sais pas si ce genre de pratique
ont également cours au Gabon. Madame le ministre Abenondoa est sortie de ses gonds, entre guillemets, pour frapper la main sur la table. Parce qu'ici au Cameroun, le phénomène prend de l'ampleur. Des adultes comme vous et moi qui forment des groupes et finalement abusent des petites filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans. La plus vieille peut avoir 16 ans. Et ils sont là tranquilles. Ils roulent carrosse au nom de l'argent. Ben oui, monsieur, ici, effectivement, au Gabon, nous avons aussi ces difficultés, cette problématique. Donc il y a des mauvaises personnes partout. Bien entendu, et un phénomène très recrudescent, c'est que justement, il y a beaucoup de viols dans les familles qui se font maintenant. Oui, surtout, on a ce phénomène de famille très souvent récomposée, où on se retrouve avec la fille de sa femme dans la maison, et après, il y a des choses qui se passent. Avec le papa. Oui, oui, jusqu'au jour où la petite va dénoncer ça auprès des autorités compétentes. Parfois, elle aime bien enceinte. Il y a beaucoup, exactement, il y a beaucoup de cas de faits divers comme ça qui arrivent un peu trop souvent, malheureusement. Il faut les dénoncer, il faut condamner ça avec la plus grande sévérité. Comme il a dit le frère Ibrahim, il faut les chicoter. Très sincèrement, il faut faire des castrations chimiques. Il faut chicoter les adultes. Comment on peut disposer d'un enfant, franchement, un enfant, comment moi je ne sais pas, c'est un double crime. C'est même un triple crime. Mais la France dit que si l'enfant de 12 ans est consentant, ce n'est plus... On n'est pas en France ici, parfait. Mais comment un enfant de 12 ans peut avoir assez de maturité pour pouvoir disposer de son corps? C'est pas possible. Ce sont les mêmes gens qui nous ont dit qu'il faut d'abord passer par un cursus scolaire, être mature à 18 ans ou je ne sais pas quoi, pour dire que voilà. Et c'est les mêmes ensuite qui viennent nous dire d'à 12 ans. Non, c'est pas possible. Je sais qu'aux États-Unis, à 14 ans, le mariage est possible. Mais, même au Cameroun. Voilà, mais sous certaines conditions. Est-ce qu'au niveau du droit, oh là là, je reviens sur le droit. Vous savez, le droit maintenant c'est déchiré au Cameroun à toutes les sauces. Je ne sais pas si vous êtes au courant là-bas au Gabon. Bon, au Cameroun, on dit également la même chose. C'est que la fille mineure peut se marier avec le consentement des parents. Alors, est-ce que ça ne laisse pas vraiment des brèches? Parce que si, bon, ma fille a donc 14 ans, et que, bon, au Cameroun, si le papa donne l'autorisation que la fille de 14 ans se marie, c'est bon. Maintenant, quand on dit que la même fille est utilisée de manière bizarre sur le plan sexuel, et ça, vous voyez un peu ce que j'ai envie de dire. Oui, il y a une forme d'hypocrisie. Voilà. En fait, moi, ma mère, elle s'est mariée à 13 ans. En 1960. La mère s'est mariée à 13 ans. Elle est née en 1946. Elle s'est mariée en 1960. La mienne a eu son premier enfant à 15 ans. Bon, vous comprenez. Donc, c'est-à-dire que les réalités ont changé. La biologie de la femme est restée la même. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a introduit le système occidental. C'est-à-dire qu'il faut passer par un cursus scolaire qui fait que très souvent les femmes se marient un peu tardivement maintenant. C'est le modèle classique. Parce que entre 25 et 35 ans, c'est là où elles commencent à faire le premier enfant, lorsqu'elles se sont contenues. Mais on constate aussi, malheureusement, qu'il y a le phénomène de grossesse précoce. Précoce sous-entendu dans le fait du contexte actuel, je le précise bien. Mais quand ma mère elle s'est mariée à 13 ans, elle a eu sa fille à 14 ans, ma grande soeur la plus grande là-bas, et il y a 15 ans, il y a 14-15 ans d'écart entre les deux, ça s'est fait suivant nos rites africains que nous avons, nos grands-parents, nos parents se sont mariés comme ça. Moi, mon père 1935, ma mère 1946, il y a 11 ans d'écart. C'était pas aperçu comme un viol, ça s'est passé de façon la plus normale. Sauf qu'entre-temps, nous avons changé de paradigme. Et dans ce changement de paradigme, l'enfance de la fille s'est prolongée. Donc, par rapport à cela, on rentre maintenant dans des nouveaux standards. Et il faut s'adapter à ces nouveaux standards. Avec ce que ça comporte comme avantage et inconvénient. Avantage, c'est que les femmes s'autonomisent de plus en plus. Elles ont la capacité à ne pas devenir des esclaves, dépendre psychologiquement, financièrement des hommes. L'inconvénient, c'est que c'est une conséquence sur la natalité, sur un certain nombre de phénomènes qui sont présents, comme le phénomène de couple monoparental. Très souvent, des grossesses précoces. Et je répète encore précoces par rapport au contexte actuel. Mais c'est juste que nous avons changé de façon de jouer, nous avons changé les règles du match, et il faut s'adapter avec ça. Il faut condamner une fille qui est exposée sexuellement à 12 ans, 13, 14 ans. Voilà, c'est pas normal. Merci Traoré, Joseph Zambo. Le phénomène, j'insiste, prend donc de l'ampleur au Cameroun. C'est peut-être parce que Madame le ministre a parlé. Je vous dis que ça prend de l'ampleur. Il y a des maisons ici à Yaoundé, à Douala et dans plusieurs villes au Cameroun. Blériot, des maisons dans des barrières et tout ça. On appelle les maisons closes. Voilà, les maisons closes. Si on vous dit ce qui se passe dans ces maisons avec des petites filles et des vieillards, vous allez tomber de nu. Oui, en réalité, selon la dénonciation, il y a beaucoup de sites au Cameroun. Oui, il y a, je te donne qui est le site qui a été étiqueté. C'est un parmi les nombreux sites. Voilà. Le vice est même plus profond parce que les jeunes ont pu pirater ce site.
Il y a plus d'1 million de numéros. Ils ont récupéré tous les numéros de ce site. Voilà, donc j'ai même demandé à ce qu'on me donne ces numéros pour regarder ce que je connais, que je peux trouver. Tu peux retrouver ta petite sœur là-bas. C'est comme l'ADN, il ne faut pas toujours vouloir faire l'ADN. Il te suggère de laisser l'enquête là. Mais je dis que tout ce que j'ai le numéro, il va faire un comparatif. Mais les numéros sont dehors et je dis bien plusieurs enfants ont la liste de ces numéros. Et ce qui est plus intriguant, c'est leur présentation. C'est-à-dire, je suis Chouquette, vous pouvez me trouver à tout moment et tout. Elle se présente d'une certaine manière pour se rendre intéressante. Et le problème là-dedans, c'est que ce sont les plus jeunes. Ouais. Bon, la façon que vous voyez le film, vous pensez que le problème est intrinsèque à ces jeunes-là. Je vous assure, c'est ces jeunes-là qui cherchent. Ah bon? Oui, j'ai dit c'est ces jeunes filles-là qui cherchent ces sites. C'est-à-dire, si quelqu'un dit même là aujourd'hui que j'ai un réseau pour mettre les gens dans ce site. La petite fille vient en courant. Je dis que vous allez recevoir les appels à l'instant que vous aviez dit. Et les enfants là cherchent ces réseaux. Et c'est beaucoup plus des petites jeunes filles. Et c'est beaucoup plus des étudiantes ou les élèves. Parce qu'il y a une vie qui est vendue actuellement en Afrique, la vie des rêves, le luxe. Le luxe. Et toutes ces filles veulent des gros téléphones, veulent une vie dont elles ne peuvent pas assumer. Et ça vient donc aussi de l'éducation. Parce qu'en même temps, si la maman est tout le temps au téléphone, en faisant des snaps, en portant des habits compliqués, la petite qui a déjà 10 ans commence à imiter avec la tablette pour enfants. Et après, il y a un âge où on n'a pas la tablette pour enfants. On a la tablette pour adultes. Mais on peut aussi faire les photos pour adultes. C'est un schéma qui continue. Et le deuxième facteur qui selon mon analyse, c'est celui où on n'a pas des universités dans tous les coins du Cameroun. Ça fait en sorte qu'il y avait un moment donné où même à Ebolova, on n'avait pas une université publique. Donc même l'enfant qui a eu le bac à Ngelmedouga, l'autre qui a eu le bac à Brimbis, l'autre qui a eu le bac, tous ces enfants se retrouvaient à Yaoundé. Et ces petites filles n'avaient donc pas cet encadrement-là dans la ville de Yaoundé. Ça fait que même pour qu'une lettre arrive à Brimbis, peut-être où il n'y avait pas le courant à l'époque, pour dire j'ai faim, c'était compliqué. Et ces enfants devraient trouver des solutions pour s'en sortir. Et la plupart se lançaient donc à ces sites, à ces comportements qui sont inappropriés parce qu'il fallait survivre. Et à soi, à Ngwekele, on trouve vraiment beaucoup de ces jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation-là parce qu'elles manquent du minimum pour vivre. Merci, Joseph Zambo. Pierre Blériot, est-ce qu'il ne faut pas aussi dire qu'il y a un peu d'hypocrisie de l'ordre gouvernant? Parce que je pense très bien qu'ils connaissent même ces sites, parce qu'il n'y a qu'un seul site qui a été épinglé là. Et Joseph Zambo insiste qu'il y a au moins une quinzaine, une vingtaine de sites où ces affaires se pratiquent presque à ciel ouvert. Est-ce que le gouvernement a véritablement pris la mesure de la situation, ou alors nous sommes encore dans le jeu? Pourquoi le gouvernement n'arrête pas ceux qui sont, je sais pas moi, les promoteurs de ces sites et tout ça, et faire en sorte que la loi soit dite? Parfait. Ici, bon, pour le moment, le gouvernement va m'intéresser au deuxième niveau. Au premier niveau, ce sont ces enfants qui m'intéressent. Oui. Joseph Zambo a semblé dire que c'est les enfants. Non, c'est un abus de faiblesse. C'est un abus de faiblesse. Quand on est enfant, on est enfant. On est facile à tromper. On croit tout ce qu'on voit. Mais il faut leur dire quelque chose. Pourquoi les vieillards, là je parle aux jeunes filles, aux enfants, c'est même pas des jeunes filles, aux petites filles. Pourquoi certains vieillards s'intéressent à vous? Vous avez quelque chose de particulier qu'il fallait laisser maturer. Ils vont vous prendre cette chose particulière avant sa maturation. Et vous ne serez plus rien. C'est-à-dire que voilà des futures femmes qui auront beaucoup plus de peine à trouver mari. Parfois, ici, si une fille de 13 ans se fait prendre par des vieillards, des gens, les gens de la taille des Zambo et tout. Je ne parle pas des Zambo devant nous. Juste de ma taille. Non. Alors, qu'est-ce qu'on en attend après 20 ans? Mais elles sont totalement bousillées. Je vous assure, quand vous êtes femme, plus vous gardez votre intimité, mieux ça vous prépare même à un bon mariage.
Faut le dire ça. Il faut le dire comme ça. Il faut leur dire ça. Parce qu'une femme qui a un bousier, vous vieillissez avant le temps. Vous prenez les hommes qui ne sont pas de vous. Vous vieillissez. C'est vrai que Blériot, sans toutefois vous interrompre, hein, dans mes multiples recherches, je me suis quand même rendu compte que vous voyez une fille de 25 ans, quand vous la voyez bien, en tout point de vue, en profondeur, elle ressemble déjà à une maman de 50 ans. Oui, mais alors qu'elle n'a que 25 ans. Mais parce qu'elle allait avec les gens de 70 ans. Ça fait effectivement le phénomène d'osmose se pose. Pourquoi ces vieux recherchent les bébés? C'est parce qu'eux, ils veulent rajeunir. Et en rajeunissant, ils prennent votre jouvence. Le petit argent là, bon, si vous en recevez, utilisez-le bien. Parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez réellement besoin. Vos corps vont vite tomber. Entre-temps, regardez le microphone, hein, je vous relance. Est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre un accent sur ces petites filles-là aussi, hein, qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, leur parler, leur dire aussi, arrêtez aussi d'aller taquiner les vieux. Non, parfait, ici j'ai encore... Parce qu'il y a une race de petites filles là dehors, soit ce sont des sorcières, soit ce sont des envoûtées, elles sont d'une agressivité à nulle autre pareil. Je pense que c'est toujours petit. Parfait, ici. Oui, Blériot. Je dis encore, c'est un abus de faiblesse. Nous, les adultes, nous devons protéger ces enfants contre elles-mêmes. Et chacun d'entre nous, en pensant à sa propre fille de cet âge-là, comme j'ai beaucoup d'enfants, je les regarde, je dis, est-ce que mes enfants ne sont pas... Toi là, tu n'es pas sur le site là. Tu peux envoyer la liste. Non, ne m'envoie pas la liste. Moi, je ne veux pas... Alors, tu fais ce que tu... Moi, comme parent, je crois faire ce que je peux. Tu as même les moyens de financer, mais cela ne suffit pas. Parce que si les ambitions de l'enfant ne s'arrêtent pas, tu peux lui donner 50 000 au mois et elle estime que dans le site, on lui donnera 200 000 au mois. Ouais. Ah ben, donc tu n'iras pas lui donner 200 000 parce que à chacune de prendre conscience. Vous savez, je sors par là. J'ai un papa à moi, un jeune homme est venu lui demander sa fille en mariage. Oui. Et le jeune homme était quelqu'un de bien. Il travaillait en Europe. Il avait les ronds. Il avait les ronds. Vous savez, un papa que j'admire beaucoup, très correct. Quand il s'est souvenu de l'activité sexuelle de sa fille, parce qu'il n'était pas là, mais il a vu ce que sa fille faisait avec les hommes. Il a dit au papa, oh jeune homme, je t'apprécie beaucoup, mais je crains que si je te donne cette affaire, si tu ne puisses pas. le jeune homme lui dit, non, puisse pas, comment elle... Il dit, non, ma fille s'est délabrée. Quand je la vois là. Et par amour pour toi, ce n'est pas le genre de personne que je... Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Ça veut dire que je ne t'aurais pas aimé. Et je vous assure, il y a beaucoup de parents qui ont mal quand ils voient la vie sexuelle de leur fille, se demandant qui va ramasser ceci après. Les enfants, arrêtez de vous vendre comme ça. Mais après, ne vous plaignez pas, n'allez pas dans... Et les mauvais esprits qui rentrent en vous, après vous irez dans les groupes de prière. C'est maintenant qu'il faut garder son corps et son âme. Vous vous donnez à trop d'hommes dans des situations rocambolesques. Merci Blériot pour cette sensibilisation. Mais est-ce qu'elle comprenne alors? Il faut qu'elle comprenne. Aucune idée. Il faut qu'elle comprenne. Vous avez vu la fille de l'autre collège qui a pris 5 de ses camarades? C'est qu'elles n'ont pas compris dans la douceur. Peut-être qu'elles comprendront dans la douleur. Papa ici. Une fille qui prend 5 hommes à la fois, qui va épouser encore le genre là? C'est compliqué. Elle est bousillée. Lisons les messages. Bonjour, monsieur Parfait, ici, le leader libre des modérateurs et Ombondo Ndjei. Mbondo Ndjei de Blériot. Ce site existe au Cameroun, ça fait au moins 15 ans. On trouve des filles qui vendent leurs services sexuels à différents prix. Et aussi, certains trouvent leur compte. Il faut aussi préciser qu'il y a des arnaqueurs et des PD. Les hommes qui se font passer pour les femmes, pour arnaquer et l'utilisation des photos d'autrui pour cacher son identité. Il est important de noter que les quartiers comme Ange Raphaël, Bonapriso, Bepanda, Daïdo et Tessera, voilà d'autres sites. Et il nous donne les noms d'autres sites. Pour la gouverne de Madame le ministre. Locanto, Fort-Boc, Cameroun. C'est le nom. Mais celui-ci, il est très introduit. Moi pour toi. Et Mamfi. C'est Claude, depuis cité Sikadouala. Claude, tu es renseigné. Il est cultivé. Bon, allons au 212 ans, c'est le Maroc. Que dit le téléspectateur?
Bonjour, Aïssi et toi d'Albert Parfait, le Gabonais de la modération. Oh, les flatter le Gabonais sur le plateau. Parfait, est-ce que tu sais que c'est le deuxième Gabonais que tu invites sur ton plateau? Rappelle-toi, le premier était un pasteur et tu l'avais invité un jeudi spiritualité à l'occasion de la Pâque. À cet allure, tu vas signer un partenariat avec le Gabon. Ouais, j'aime bien le Gabon. J'aime bien le Gabon. Le prochain Gabonais que tu inviteras sera le chocolat des filles. Ah oui. Non, c'est un garçon très... Je suis fan de lui. Hein. Je suis sûr que l'écrivain le connaît. Ouais. Et comme Bléreux le connaît aussi, ce sera simple pour lui de venir à l'émission de Jeudi Spiritualité. En passant, nous sommes tous à nous demander sur le live où... D'accord. Voici la sagesse du jour. Et si tu dis que tu as compris la femme, c'est que tu as compris le Cameroun. Ce Marocain. Les femmes vont te faire un truc. Autre message ce jour. Bonjour à vous et bon vent à Info TV. Ce sont les conséquences de la mondialisation. C'est grave avec l'arrivée du téléphone Android. Et voilà l'intelligence artificielle qui entre. On va faire comment? On est villageois et illettrés lorsqu'on n'utilise pas le téléphone Android. Il faut beaucoup de vigilance de la part des parents, car il y a les parents qui discutent leur propre phone avec leurs jeunes enfants. Une jeune collègue était en larmes dans mon bureau, fermant la porte après elle et me dit: ma fille qui est à l'école maternelle a fait un geste terrible devant moi. Elle a pris son phone et s'est couchée et filmé son sexe devant moi. Incroyable. La fille là à la maternelle. Elle a vu de qui? C'est Maman Flora de Bobogo. Maman Flora, beaucoup de courage. Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Aïssi, bonjour à tout votre panel. La dénonciation de ce jour m'a perdu. Je vais me contenter de vous suivre. Beaucoup de courage à tous les parents des enfants de cette nouvelle génération. C'est Bertrand Amarois. Autre message ce matin, allons au 213. Il s'agit de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Cabral Libye de la modération. Et à Blériot Niemeg, le Samuel Eto'o de l'analyse. Blériot, tu es d'accord que tu es le Samuel Eto'o de l'analyse? Oui, quand Samuel joue, si je pouvais... Non, on n'a pas dit quand... Non, le Samuel Eto'o footballeur. Si je pouvais atteindre ce niveau-là dans l'analyse, mon Dieu... Mais pas de... Est-ce que le Samuel Eto'o footballeur n'est pas le même Samuel Eto'o de l'Afrique Foot? Non, non. C'est la même personne. Non, non, vous ne trouverez jamais la même personne, même dans la même personne. Concernant la dénonciation, j'aimerais savoir ce que le ministère de la Femme et de la Famille a fait sur cette dénonciation. Bon, qu'est-ce que le ministère a déjà fait pour protéger nos jeunes filles? Pourquoi ce ministère n'a jamais dénoncé Gaël Nganamot? Pourquoi vous êtes comme ça? Madame Mina a quand même dénoncé quelque chose. Apprécié à ce que Gaël. Madame... J'ai rencontré Gaël quelque part, elle a refusé de me saluer. Donc, ah bon? Oui, il faut que je cherche l'amitié. Malheureusement, il était encore accompagné d'une fille. Bon, Bléreux, toi-même, tu pensais que Gaël pouvait te saluer. Elle a refusé. Avec tout ce que tu as fait contre Gaël. Gaël a refusé. C'est même de la provocation. Bon, j'ai tourné là pour qu'elle me dise que bonjour. Bonjour, monsieur Niemek. Bonjour, je suis votre émission depuis Obala. J'ai une jeune fille qui se trouve dans la rue. Cette dernière, âgée de 15 ans, à cette époque, était très malade mystiquement et a été conduite chez un prélat catholique exorciste. Ce dernier qui a abusé de cette fille en lui faisant croire qu'elle allait trouver parfaite guérison à tous ses maux. Et le comble, c'est que cette dernière a abusé d'elle par la voix. Oula, oula. Anissé depuis Obala. Anissé. Il faut vous rapprocher de nous, hein. Donnez-nous tous les détails pour qu'on puisse dénoncer. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Bonjour à vous sur le plateau, juste pour dire à Blériot que concernant la jeune demoiselle qui est allée avec 5 garçons dernièrement, c'était une façon à elle de joindre les deux bouts au sens propre et au sens figuré. Merci à vous. Le sens figuré. Non, quoi? Je suis sûr que toi-même tu n'as pas saisi le sens figuré. Joindre les deux bouts. C'est le bout d'en haut et le bout d'en bas.
Ce conglomérat de boula me perd. Je préfère lire un autre message. Bonjour à vos parfaits ici et à tous les panélistes. Merci pour la dénonciation du jour. C'est très grave, monsieur Haïssi. Les jeunes femmes sont gâtées. Les parents doivent être de plus en plus durs. C'est Zogo depuis Yaoundé. Quand tu as parlé à une jeune fille, elle te dit c'était avant. Tu fais alors comment? Alors au plus 82. Il s'agit de quel pays là? La Corée du Sud. Ah, espace miné. Il y a même les gens en Corée du Sud qui regardent. Que dit le téléspectateur de la Corée du Sud? Bonjour à vous, les lions de l'information, juste pour vous encourager et toujours donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Et merci pour tous les conseils que vous donnez aux jeunes. Dieu seul sait que nous en avons besoin. C'est John, le démineur. Ah, salut-nous, tous les téléspectateurs du côté de la Corée du Sud, hein? Alors, je pars au plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur du côté des Émirats Arabes Unis? Bonjour parfait et à tout le plateau. Moi, j'ai oublié l'idée de me marier. Je fais mes enfants dehors. Point barre. C'est Aboubakar depuis Dubaï. On voyait un traumatisé. Il est déjà traumatisé qui ne veut même pas mener ça chez lui. Bon, il y a la France qui dit que vous pensez même que quoi? Voilà un téléspectateur de la France, le plus 33. Bonjour monsieur Haïssi et à ton panel. Quoi? La pédopornographie est un sujet controversé qui suscite des opinions et des réactions très fermées. En Europe, ce type de site à la simple dénonciation ou soupçon sera fermé. Les opinions sur ce type de site ne devraient pas varier en fonction des cultures, des valeurs et des expériences personnelles. Il faut être catégorique. Je condamne fortement l'exploitation des enfants. Pour 3 000 francs, on promet des dépôts à ces enfants contre des photos, des poitrines, la précarité généralisée de notre cher continent n'est pas une excuse pour nos filles et c'est bien dommage. C'est Dr Fabio Tama qui envoie ce message depuis la France. Alors, je vous amène, j'ai un autre indicatif là, je ne sais même pas, c'est le plus 880. Je vérifie avec mon appareil dernière génération. On me dit c'est le Bangladesh. Oui. Que dit le téléspectateur du Bangladesh? Bonjour perfecto, je vous passe mes salutations les plus respectueuses ainsi qu'à tout autre panéliste. Toute forme d'abus, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme plus âgée qui exploite une personne plus jeune, est inacceptable. Cela inclut les relations où il y a un déséquilibre de pouvoir, âge, statut, expérience, qui empêche un consentement véritablement libre et éclairé. Les abus sexuels ou émotionnels, surtout envers des mineurs ou des personnes vulnérables, sont des crimes graves qui doivent être dénoncés et poursuivis. Qu'en est-il des promoteurs? Faut également trouver des emplois pour tous et mais entre parenthèses jeunes. C'est compliqué, hein, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué là. Alors, je prends un dernier message avant la pause. Hein. Il s'agit du plus 7. J'interroge mon téléphone, c'est la Russie. Le monde entier est connecté. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour à tous sur le plateau, très belle émission. Depuis que je vous ai découvert en juin 2024, je ne vous lâche plus. Ne négligez pas votre impact auprès de nous, il est énorme. Concernant la dénonciation, c'est déplorable et triste. Et cette histoire de Jodolo, j'ai été choqué de voir la façon dont les gens ont banalisé cela lorsqu'un parent s'en est plaint auprès d'un lanceur d'alerte. Premièrement, la faute à cette génération trop pressée, mal éduquée, sans valeur dont on profite. Deuxième, la faute à ces clients qui sont des personnes âgées, des pères de famille, des personnes haut placées, des adeptes de la pédophilie. Il faut vraiment qu'on sanctionne les tenants de ce phénomène. C'est Joël G depuis la Russie qui envoie ces messages. Une touche pour s'impose. Tout Canal+, quand on me mette Canal+ Sport 2. Toute offerte. Quand on me mette Canal+ Sport 2. C'est le grand show au PMUC, le phénomène au
Préparez-vous à entrer dans la Ligue des champions de rue. Le Phénoméno, le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le Phénoméno et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Alors, qui ose me défier? Le Phénoméno booste tes bonus foot jusqu'à 1000% dans nos kiosques et sur pmuc.cm. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Goté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-6tic.org. Renaprof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7h pour les enregistrements et 12h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Massombo Diom, une ville nouvelle pensée pour aujourd'hui, bâtie pour demain. Située aux portes de Douala, Massombo Diom incarne une vision moderne de l'habitat, connecté, verte, accessible à tous. Des routes bien tracées, des logements abordables, des espaces verts, des services modernes. Maïtur construit l'avenir, pierre après pierre, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez le mouvement, investissez dans l'avenir. Massombo Diom, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maïtur, la sécurité foncière. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère. Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet communicateur mandataire du gouvernement au 620 0021 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56.
envie d'une parenthèse au cœur de la capitale politique Yaoundé, bienvenue à la résidence Harmonia, située à la rue Régime Baladeux, entre le centre administratif et le palais de l'unité. Profitez d'un parking spacieux sécurisé, d'un ascenseur et d'une autonomie en eau et énergie grâce à nos panneaux solaires. Restez connectés en Wi-Fi haut débit à la TV multicanal. Retrouvez la douceur de nos salles de séjour, un espace idyllique pour les familles et les groupes avec des tarifs compétitifs et flexibles, ainsi que des services personnalisés. Choisir Résidence Harmonia, c'est accéder au prestige des installations culinaires, aux merveilles de nos machines à laver dernière génération, avec des chambres élégantes et des salles de bain à température modulable pour un confort personnalisé. Eh bien, ne manquez pas l'opportunité d'un séjour mémorable à Résidence Harmonia, de Place to Be. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts, capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres, graines de Mucuna prurienne, qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, face Banque Atlantique, et chez nos partenaires, contact 698 65 02 17 651 78 80 02. Renaprove offre Masso Acte 5. La villa en chantier que vous voyez derrière moi appartient à M. Tchami Jacques, bénéficiaire lors de l'acte 4 de la Masso. Nous avons effectué ensemble le tour du propriétaire. M. Tchami, comment est-ce que vous vous sentez après avoir visité votre domicile? C'est une grande joie, une émotion immense qui m'anime en ce moment parce que déjà, avec 26 000 francs, que je ne croyais pas, je me retrouve propriétaire d'une villa. Et je suis prêt déjà à habiter. Donc tellement les travaux, j'ai vu ça tellement avancé. C'est une grande maison que je peux vivre à l'aise avec ma famille. Franchement, je suis satisfait. Monsieur Tchami a hâte d'intégrer son nouveau domicile, fini la location. Vous pouvez être comme lui en vous inscrivant à la Masso. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infarct et de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné en direct sur Info TV et nous accueillons Rosine. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Je souligne que vous êtes communicatrice du côté de Canal Plus Cameroun, c'est exact. Tout à fait. Alors si on vous accueille ce matin, c'est d'abord pour vous poser la question, qu'est-ce que Canal mijote encore en ce moment? Alors bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être là sur ce chaleureux plateau pour vous partager avec vous les nouvelles du côté du royaume de Canal+. Alors pour les rois et les reines du mois de juin que vous êtes, Canal+ vous donne la possibilité aujourd'hui d'avoir le décodeur à 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000 francs. Donc, en gros, avec 10 000 francs, vous avez la possibilité aujourd'hui même de devenir abonné Canal+. Donc, je vous invite, où que vous soyez là maintenant, à vous rendre dans un point de vente Canal+, de donner vos 10 000 francs minimum. Vous ressortez avec votre décodeur, avec le kit d'installation, avec un mois d'abonnement et un technicien agréé qui va réaliser votre installation. De l'autre côté, parfait, voilà, pour ajouter à ce que je viens de dire, nous avons 15 jours à tout canal, 15 jours à tout canal pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Voilà, Canal+ vous remercie pour votre fidélité. Il vous suffit juste de vous réabonner à votre même formule et vous bénéficiez de cette offre exceptionnelle. Et il faut dire que on bénéficie de cette offre
une seule fois et la promotion va jusqu'au 6 juillet. La promotion va donc jusqu'au 6 juillet. Alors, Rosine, qu'est-ce qu'on retrouve comme programme dans cette couronne de contenu? Voilà, en programmation, vous avez une programmation alléchante qui vous attend sur les chaînes Canal+. Voilà, ce mois, c'est vous les rois et les reines de la télé, les rois et les reines du divertissement. Je vous invite d'ailleurs à retrouver votre magnifique programme, votre télé-réalité qui a commencé la semaine dernière. Nouvelle reine qui passe tous les samedis sur Canal+ Pop dès qu'il est 20h30. À côté de ça, vous avez les reines du shopping, toujours sur Canal+ Pop, tous les jours, de lundi à vendredi à 18h15. En cinéma, donc séries, films et tout, vous avez la possibilité de retrouver Les Coups de la vie sur A+, cette magnifique série ivoirienne qui passe. Voilà, de l'autre côté, vous avez Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui est un film qui, voilà, parle de royauté. Ouais. Donc, je vous invite, chers téléspectateurs, à retrouver cette magnifique série tous les lundis dès qu'il est 20h30 sur Canal+ Première. Rosine, avant que vous ne partiez, comment faire pour bénéficier de cette expérience royale? C'est simple. À travers Orange Money, nos fidèles abonnés ont la possibilité de s'abonner avec le code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je répète, Jazz 150 étoile 411 Jazz. Vous avez également avec MTN Mobile Money à travers le code étoile 126 étoile 2 Jazz. Étoile 126 étoile 2 Jazz. Chers fidèles abonnés, vous avez aussi la possibilité de vous réabonner sur tous nos stores, sur l'étendue du territoire. Vous avez la possibilité de vous réabonner chez nos distributeurs agréés. Rosine, parfait. Espace Miné dit merci à Canal+. C'est Canal+ qui remercie Espace Miné. Et nous disons à très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite. En ouverture, nous vous avons dit qu'on devait marquer un arrêt important pour parler du livre, mais en se posant la question de savoir comment le livre peut constituer un outil de développement. Et je commence par l'écrivain sur le plateau. Traoré, vous qui êtes justement un écrivain, nous parlons d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on pouvait faire dans l'entrepreneuriat en vous lançant dans l'écriture? Bien sûr, c'est possible, sauf que il y a quelqu'un qui disait que quand on veut cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Donc il faut travailler réellement sur les générations. Moi je pense qu'on a perdu le goût de la lecture. Il faut redonner ça. Et le phénomène ne va pas en s'arrangeant avec le phénomène des téléphones, des smartphones des compagnies là, qui ont plus tendance à distraire les enfants de façon très peu ludique. D'où l'objet de l'ONG que nous avons créé, ONG Euclide, qui a vocation à justement à reconcentrer l'enfant sur des moyens mémotechniques classiques d'apprentissage, c'est-à-dire à travers le livre. Et donc on peut espérer avoir une génération de personnes dans 5 ans qui pourront être intéressées par un peu plus de lecture. Mais qu'à cela ne tienne, la technologie aussi permet de pouvoir éditer ces livres en ligne. Par exemple, mon livre est sur Amazon. Mais tous mes livres sont sur Amazon. Donc à partir de là, on peut, oui, je pense, être un entrepreneur par rapport justement au fait que nous sommes des écrivains. De manière très concrète, est-ce que le livre donne de l'argent? Parce que quand nous parlons entrepreneuriat, ce qui vient d'abord dans notre tête, c'est le gain. Et on ne parle pas de gain en termes de cailloux, on parle de gain en termes d'argent. Alors quand on parle de développement ici, est-ce que le livre fait nourrir son homme? Tout dépend de l'horizon de temps que vous vous fixez. Moi, je pense que c'est un investissement à long terme. Quand vous prenez par exemple Huawei,
Huawei investit 20 milliards de dollars dans la recherche. Ça peut être, on peut avoir l'impression que ce 20 milliards de dollars jetés, c'est le PIB de mon pays, le Gabon, qui est lancé dans la recherche. Et vous pensez que Huawei récupère son argent en 5 ans? Même pas. Donc les délais sont certainement plus longs que ça. C'est juste que nous voulons tout de suite. Donc c'est sûr que quand on se lance dans l'écriture, il ne faut pas compter sur les ventes de 100 livres pour vivre. Je ne vis pas de ça. Mais ça peut avoir un impact social beaucoup plus grand. Il suffit que ce soit adapté au cinéma, par exemple, pour que on appelle ça un game changer en anglais, pour que la réalité devienne complètement différente. Beaucoup de gens ont connu Game of Thrones à travers la série, mais moi j'ai connu le Game of Thrones à travers l'auteur parce que je suis un fan de tout ce qui est écriture fantastique. Et donc, il y a un univers dans lequel, justement, l'écrivain peut devenir un réel auto-entrepreneur à travers les moyens qui existent aujourd'hui de vulgarisation. Très bien. Joseph Zambo, vous qui êtes un chef d'entreprise, expert en entrepreneuriat, vous nous avez beaucoup parlé ici de l'agriculture, vous nous avez parlé de l'intelligence artificielle, vous nous avez parlé de ci, de ça. Aujourd'hui, nous parlons du livre. Vous allez encore dire aux téléspectateurs que le livre peut donner du pognon? Bah oui, il y a des livres qu'on reconnaît dans le monde, Père riche, Père pauvre, et pas mal de best-sellers qui ont donné beaucoup d'argent. C'est vrai que la conjoncture africaine c'est encore un peu différent parce que le livre, c'est une culture. Ouais. C'est une culture. Et il faut qu'on crée un marché pour pouvoir se faire de l'argent à travers ce marché. À l'étranger, on cultive l'enfant à la lecture depuis le bas âge, depuis la naissance. C'est-à-dire l'enfant a encore 1 an, on lit déjà les livres pour lui, on lit des contes pour cet enfant. À un âge, l'enfant, à travers une curiosité naturelle, commence à chercher à comprendre ça veut dire quoi et tout. Donc l'enfant grandit dans le livre. En Afrique, quand on a une bibliothèque, c'est pour la décoration à la maison. C'est pour avoir aussi un coin où il y a beaucoup de livres. Et montrer qu'on est un érudit. Bon, oui, on se fait des photos là avec les lunettes. C'est juste pour voilà, la décoration. Avec des gros costumes. Voilà. Et maintenant, les livres qui se lisent plus en Afrique, c'est des livres des personnes qui ont réussi. Parce qu'on se dit qu'en lisant son livre, on va trouver son secret et devenir comme lui. Et c'est pas, bon, pour le moment, c'est pas un très gros marché. Donc ça fait que ceux qui écrivent des livres, c'est beaucoup plus une manière d'exprimer son savoir, c'est pour une fierté en soi, c'est voilà. Mais néanmoins, tout doucement, je pense que beaucoup de gens commencent à lire quand même, mais il faut écrire. C'est vrai que si on va en détail, je pense que Ibrahim ou bien Blériot vont aller dans ces détails-là. Nous ne voyons pas seulement le développement dans le seul aspect finance. Oui. Enfin, le livre, on l'écrit pour partager quelque chose. Maintenant, à ceux qu'on partage, est-ce qu'ils réceptionnent? C'est ça la question. C'est pourquoi moi, j'interpelle tous les écrivains et tous les acteurs du domaine du livre de miser beaucoup plus, pas sur le nombre de livres écrits, mais de miser beaucoup plus sur la promotion de la culture, sur la lecture. Et il faut créer un marché. C'est-à-dire commencer par les plus petits. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 50 000 livres où il n'y a que toi et tes amis qui ont lu. Très bien. Voilà. Ibrahim, le livre peut-il constituer une source de développement? Alors, vous le posez comme ça, vous avez exclu la phase que vous avez posée à mes deux protagonistes sur le fait que le livre, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat. Oui. Et c'est même une très bonne façon d'entreprendre pour ceux qui sont très occupés, qui ont beaucoup de postes quelque part, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les activités à fort taux de revenus passifs. C'est-à-dire que ce sont des activités sur lesquelles vous concentrez une énergie, un certain nombre de temps de travail, mais qui par la suite vous rapportent des dividendes à long terme sans que vous n'ayez besoin de fournir encore un effort. Et dans ces activités à fort taux de revenus passifs, il y a ce qu'on appelle le système des contenus, qui est un système en réalité qui consiste à créer des contenus qui ont une utilité et une importance pour un marché bien spécifique. Que ce soit la musique, que ce soit les écrits, c'est des contenus, c'est des informations qui ont été organisées, des informations qui viennent résoudre un problème spécifique, des informations qui viennent aider. Et je pense, pour venir proprement sur votre question, dire que le livre, effectivement, a la capacité de provoquer un développement national. Parce qu'il faut dire que l'alphabétisation, c'est la puissance nationale. Lorsque vous avez une génération de personnes qui commencent à lire, vous avez une génération de personnes qui commencent à découvrir de nouvelles choses, à apprendre, à évoluer, à progresser, à maturer leur idée, à tenir compte d'autres paramètres avant de prendre une décision et de la prendre de façon éclairée.
Il y a même une étude qui a démontré aux États-Unis que la lecture, la promotion de la lecture a été capable de gérer 2,3 trillions de dollars par an, soit pratiquement 10% de leur PIB, parce qu'il y a la culture de la lecture. Et on ne peut pas arriver à un certain niveau si on n'amène pas nos enfants à aimer la lecture. Je ne sais pas qui a dit que quand on est noir, on ne doit pas aimer la lecture, mais les noirs qui m'écoutent aujourd'hui doivent commencer à aimer la lecture. Que ce soit sur le plan académique, en termes de performance scolaire, on ne fait que décrire une incompétence ou une dégénérescence intellectuelle de la part de nos enfants. Quand vous allez voir d'autres pays, on va vous faire savoir que une personne, je dis des bêtises comme ça, mais c'est même pas des bêtises, c'est des statistiques. Lorsque vous passez parfois ici 20 minutes par jour en train de lire, vous avez pratiquement la probabilité de découvrir 1,8 million de nouveaux mots par an. C'est-à-dire qu'en termes de culture, de compréhension, d'appréhension, de savoir, vous avez évolué. Au Cameroun ou en Afrique, on ne veut pas penser sur le long terme, on ne veut pas trop évoluer. On réfléchit jusqu'ici, là, ce qu'on va manger et on va dormir. Et c'est pour ça qu'on fait proposer des solutions jusqu'ici, là, ce qu'on va manger et on va dormir. Et les choses ne cessent de nous surprendre. Nous, en Afrique, on réagit, on n'anticipe pas. Quelque chose c'est créé, on gère ça comment? Parce qu'on n'a pas pris la peine d'apprendre à lire. Elon Musk lit. Aliko Dangote lit. Warren Bennis, l'homme qui a écrit de réfléchir et devenir riche, il passe 90% de son temps à lire. Parce qu'il va prendre la réflexion des gens, les pensées des gens, les stratégies des gens, et il va avancer. Il y a même une autre étude qui prouve parfois ici que dans les 75% des personnes qui avaient le plus réussi avaient au moins 100 livres dans leur maison qu'ils avaient lu. Nous, on lit quoi? Qu'est-ce qu'on lit? On ne lit pratiquement pas. Donc, je pense et je suis convaincu que si on parvient à impulser une dynamique de lecture, un amour pour la lecture, on est en train d'impulser une progression, une croissance, une évolution. Et cette progression, cette croissance, cette évolution va forcément provoquer un développement même de mentalité. Parce que c'est la lecture qui brise la mentalité. C'est la lecture qui te permet de découvrir d'autres idées. C'est la lecture qui t'inspire et te fait sortir d'un cadre limitant. Merci Ibrahim. Oui, Traoré veut ajouter je veux compléter la réponse de M. Ibrahim très rapidement. Le Seigneur des Anneaux a un impact de 8 milliards de dollars dans le PIB de la Nouvelle-Zélande. Donc imaginez-vous, lorsque ce livre a été écrit, cette trilogie, par John Randall Tolkien, qui est sud-africain de naissance, quand il a écrit son livre en 1899, je pense, ou en 1915, après la Première Guerre mondiale, pour raconter des histoires à ses enfants, il n'imaginait pas la conséquence que ça devait avoir. Donc peut-être que lui n'a pas mangé les dividendes de ça, mais ses descendants à vie sont à l'abri de travailler. Parce qu'il a écrit 8 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est la moitié du PIB de mon pays qui est généré par le tourisme en Nouvelle-Zélande. Un endroit où lui n'a jamais mis les pieds, simplement parce que Peter Jackson, le réalisateur du film, de la trilogie, est allé faire ça là-bas. Donc c'est vraiment pour répondre à votre question. C'est même la meilleure entreprise. C'est le meilleur investissement. Idriss Aberkan le dit. Partager la connaissance c'est la seule chose que lorsqu'on la partage, elle ne diminue pas. Mais le Seigneur des Anneaux, il a brillé à quel moment? À partir quand il était un livre ou quand on l'a regardé dans le film à la télé? Il a brillé dans les deux moments, mais pas de la même manière. Non, nous tous on a connu le Seigneur des Anneaux à la télévision. C'est parce que vous vous centralisez même ici. Harry Potter à la télévision. C'est pourquoi je vous dis, c'est vous qui vous centralisez ici. Moi, quand je lis le Seigneur des Anneaux, c'est en 1995. Il est sorti au cinéma en 2002. Vous savez ce que nous on vous demande? Ça dépend du type de public. Vous voulez conseiller les adultes, c'est ça le problème. On ne change pas la mentalité facilement d'un adulte. Nous voulons que le collectif des écrivains, organisez-vous à apprendre la culture de la lecture au tout petit. C'est ce que moi, parce que nous là, c'est déjà compliqué. Moi, je lis un livre 2 pages, c'est le sommeil assuré. Ouais, il faut qu'on te délivre. Non, il y a mes collègues, ceux qui sont honnêtes écrivains, vous allez appeler, mais ça devait dormir. Mais il y a des livres parlés, audibles. Ça veut dire que ça dépend de la forme. Il y a tout de oui, mais la vraie forme, c'est celle où il faut lire. Mais je dis, faites les efforts. Les politiques publiques et vous, les professionnels de l'écriture, faites en sorte que ce soit une culture africaine. Faites en sorte, menez, parce que je dis, il faut voir comment, à l'Occident, on entraîne un enfant à lire. Mais chez nous, ça, vous-même, vos enfants lisent. Mais Joseph, c'est pas qu'un challenge qui est lié aux auteurs.
Le 23 août, là, je suis à Douala, Crystal Palace, à la rencontre des lecteurs. Et il y a Alvin Book qui a pour objectif de créer des bibliothèques partout. Mais c'est un combat qui est pénible. Mais vous créez les bibliothèques. Toi-même, quand tu lis 2 pages, tu ne veux pas lire. Tu penses que tu vas lire, que tu nous batailles. Moi, je pense que ce que tu as dit, je viens plutôt de récupérer l'idée selon laquelle on doit apprendre à vulgariser les contenus des livres. Tout à fait. Le film Les Seigneurs des Anneaux était une autre façon de vulgariser le contenu du livre qui a par la suite réussi. Et voilà, a aimé lire à cause du film. C'est comme Pierre Blériot Niamek, lorsque j'écoute les uns les autres sur le plateau, puisque nous disons que nous sommes sur mardi entrepreneuriat, parce qu'ils sont nombreux qui pouvaient se poser la question de savoir, ouais, on parle d'entrepreneuriat, ici nous amène à l'histoire des livres. Je pense que nous sommes en train de voir véritablement que nous sommes en plein dans l'entrepreneuriat. Oui. Pourquoi nous ne comprenons pas qu'on peut explorer l'aspect livresque? Bon, moi, je prends un autre aspect. Les autres ont pris beaucoup d'autres aspects avant moi. Quand vous avez la popularité qui est celle de Parfait ici, si vous écrivez un livre, vous devenez riche le lendemain. Et donc, je fais un appel aux écrivains. Quelquefois, vous pouvez vous effacer et utiliser les figures de proue. Je vais vous montrer beaucoup d'hommes politiques qui se sont fait beaucoup d'argent ces derniers temps avec le livre. On n'achète pas d'abord le contenu chez nous. On achète la personne. Tout à fait. C'est valable pour le livre, c'est valable pour la musique. Beaucoup de personnes écrivent de très belles chansons et les font chanter par des gens dont les voix portent, dont le visage est. D'accord? Ici, comme ailleurs, c'est quand vous allez dans le contenu que vous vous rendez compte que non, en fait, le vrai auteur même, c'est elle. Je dis, chez nous, la mode est au Cameroun. Un homme politique publie son ouvrage, il dit c'est 10 000. Le jour de la dédicace, il vend 10 000 exemplaires. Oui. Tapez le chiffre, c'est 10 000. 10 000 exemplaires. 10 000 à 4 zéros. 10 000 exemplaires, ça fait 8 zéros. Ça fait combien? Il a mis sur pied 10 millions de francs le jour de la dédicace. Et ainsi de suite. Et si vous avez un capital comme celui-là. Donc, celles des personnes qui ont déjà une certaine image sociale peuvent se vendre à travers les livres. Il faut écrire. Le ministre Garga Aman a dit, quand il a écrit ses mémoires, je ne vous dis pas, ça s'est acheté comme des petits pains. D'autres présidents de partis ont même acheté ça pour aller enseigner le contenu à leurs militants. Donc, il y a ça. Mais il y a également le livre transformé en livre scolaire. Un livre comme celui-ci. Si vous avez la chance qu'il rentre dans les programmes scolaires, vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on vous prend ce livre au Cameroun, on met ça dans les programmes scolaires. Ça signifie, si c'est en terminale, donc comme c'est le tome 1, mettons en seconde, pour permettre... Combien d'élèves on a au Cameroun qui vont acquérir ce livre parce que c'est une obligation académique, scolaire, de l'avoir. Ceux qui ont la chance, c'est pour cela que malheureusement, le livre scolaire aujourd'hui est devenu un très grand business. Vous parliez d'argent. Le livre scolaire brasse beaucoup d'argent. Mais si on prend votre livre, on le met dans les programmes, c'est de l'argent à vie. Marcel Toa est décédé aujourd'hui, mais l'ouvrage continue. Et c'est sur la problématique philosophique. Et les droits d'auteur tombent à vie. Donc, si je prends l'aspect cinéma, je prends l'aspect de la vulgarisation par des personnalités dont le visage est connu. Je prends le livre scolaire, déjà à ces 3 niveaux-là. Le livre est une grosse source de revenus. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire quelques messages de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous prenons celui-ci. Alors, je pense que... Alors, bonsoir à vous, parfait, ainsi qu'à tout le panel d'excellence réunis autour de cette prestigieuse émission Espace Miné. C'est toujours un réel privilège de me joindre à vous pour ces instants d'échange intellectuel et citoyen. Permettez-moi d'apporter ma modeste contribution à cette thématique d'une pertinence incontestable. Comment le livre peut constituer une source de développement? Le livre, qu'il soit scientifique, philosophique, historique ou littéraire, demeure avant tout
le réceptacle de la mémoire des civilisations et le vecteur privilégié de la transmission des savoirs. Il constitue un levier fondamental dans le processus de construction individuelle et collective, car il façonne les consciences, élargit les horizons et nourrit l'esprit critique. Dans une société en quête de progrès et de rayonnement, le livre se présente comme l'outil par excellence de la formation d'une élite éclairée et apte à poser un regard lucide sur les défis de son temps et y apporter des réponses adaptées. Il éveille la curiosité intellectuelle, stimule l'innovation et inspire les initiatives susceptibles de transformer durablement l'environnement économique, social et culturel. Par ailleurs, la lecture régulière favorise l'accès à une diversité de modèles de réussite, d'expériences humaines et d'idées novatrices qui, lorsqu'elles sont convenablement assimilées, peuvent se traduire en projets concrets au service du développement local et national. C'est pourquoi les nations qui investissent massivement dans la promotion du livre et de la lecture bâtissent dans le même élan les fondations solides d'un développement inclusif et soutenable. En définitive, il importe de réhabiliter le livre dans nos sociétés contemporaines et de le replacer au cœur des politiques éducatives et culturelles, car, pour reprendre cette sage parole, un peuple qui lit est un peuple qui vit et fait vivre. C'est Yvan Samnik depuis Yaoundé. Bravo Yvan Samnik. Un autre message très rapidement ce mardi entrepreneuriat. Nous prenons celui-ci. Depuis, je cherche un message du Gabon. Hein. J'y suis. Le 241. C'est le Gabon. Alors, que dit la téléspectatrice du côté du Gabon? C'est à travers la lecture que l'Afrique va changer de mentalité vers un développement durable. C'est Ousna depuis la Norvège. En fait, elle vit en Norvège, mais apparemment, elle utilise également le numéro du Gabon. Voilà. Ousna, c'est sa grande sœur. Ah bon? Pourquoi elle nous suit là? Ah d'accord. C'est d'elle qu'on parlait tout à l'heure? Tout à fait. Ah ok, d'accord. Alors, un autre message. Hein. Selon l'organisation de Bargain Project, le marché des produits éclaircissants en Afrique s'élève à 31,2 milliards de dollars. Le marché du livre en Afrique est de 1 milliard de dollars. Et si vous voulez devenir riche en Afrique, vous gagnerez plus à vendre de l'hydroquinone qu'à produire de la connaissance. Sur ce continent, l'aliénation culturelle est plus rentable car les gens dépendent 30 fois plus à ne plus ressembler à des Africains qu'à se cultiver. Je fais mienne ces paroles de la panafricaniste Farida Bemba Nabourema pour montrer l'enjeu terrible de votre problématique en ce jour. Elle permet également de comprendre pourquoi le livre est astucieusement soustrait de l'éducation en général, et c'est bien parce qu'il s'y cache la source de l'émancipation, le vrai développement. C'est Silas Boum, architecte. Les gens sont intelligents, hein? Ah, je comprends pourquoi elle est architecte aussi, hein? Mais est-ce que tous les architectes sont intelligents? Alors, allons au plus 33, c'est la France. Parfois ici, il faut dire que le livre est une source de développement personnel et intellectuel et permet l'acquisition de connaissances, la compréhension du monde, le développement de la pensée critique, l'amélioration de la communication, l'inspiration et motivation, entre autres. En somme, les livres sont une source de développement personnel et intellectuel précieux qui offre une multitude d'avantages pour les récepteurs. Les questions fondamentales sont: que lisons-nous aujourd'hui? Savons-nous lire? Comment lisons-nous? Mon très estimé frère de regretter mémoire à Tébéyéné aimait à rappeler que pour cacher un trésor à un jeune aujourd'hui, il faut le mettre dans un livre. Ça commence quand même à être à la fois insultant et inquiétant. Hein. C'est insultant, ça n'a pas commencé, voilà. C'est déjà insultant. Ça n'a pas commencé. Cette affaire, il faut que vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Est-ce qu'il n'est donc pas temps qu'au niveau des politiques africaines, nous puissions voir comment mettre sur pied également des stratégies pour amener les gens à lire, et surtout les plus jeunes, parce que Zamo lui-même disait tout à l'heure que bon, quand toi tu as 40 ans, tu n'as jamais eu cette culture, bon on te laisse, occupons-nous peut-être encore des plus jeunes.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener l'Africain à lire? Alors, peut-être qu'il faut aussi changer les contenus de ce qu'on propose. Ouais. Parce qu'on est trop resté dans le stéréotype de la négritude et compagnie. Moi, ça m'ennuie sincèrement de rappeler à chaque fois que je viens du village, faire des autobiographies. Non, je grandis avec Sangoku, Dragon Ball. Vous allez prendre un jeune Africain, il aime plus sur les mangas, parce qu'il se retrouve là-dedans, c'est quelque chose qui le divertit, par rapport à un livre qui parle de son grand-père qui était au village. Ferdinand Oyono, une vie de boy, qui est un livre que j'ai beaucoup adoré à mon époque. Vous connaissez Ferdinand Oyono? Ben, quel Gabonais ne le connaît pas? Son le livre vieux nègre et la médaille. Son livre est dans le programme au Gabon. Au Gabon, quoi? On l'achète. Ah oui. Oui, oui. Donc, moi, je fais du divertissement, je fais de la fantaisie. J'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Kevazingo Édition. J'ai créé une maison de production cinématographique qui a vocation à adapter au cinéma mes œuvres. Donc peut-être à travers, parce que j'ai été inspiré par la vision, enfin pas la vision de Tolkien, mais l'historicité du Seigneur des Anneaux. C'est à partir du film que les gens se sont mis à lire. Et je vous dis qu'il y a une génération qui s'est construite, la génération 2000, qui s'est construite autour du Seigneur des Anneaux et qui est devenue aujourd'hui, qui s'est intéressée ensuite. Harry Potter, Game of Thrones n'aurait pas eu le succès qu'ils ont eu sans le Seigneur des Anneaux. Ça, je vous le dis définitivement. En termes même d'œuvres littéraires, avant même que ce soit adapté au cinéma. Parce que les gens se sont réconditionnés dans la lecture à cause d'un film. Et je me dis qu'on peut intéresser les jeunes à se remettre à lire en présentant des histoires africaines. Regardez par exemple Black Panther. Est-ce que c'est normal que ce soit des Américains qui viennent nous sortir une saga qui met en évidence un pays imaginaire africain qui s'appelle le Wakanda, qui ressemble étrangement au Gabon, parce qu'Akanda c'est une ville à Libreville. Est-ce que c'est normal qu'à chaque fois, l'élite vienne d'ailleurs? Regardez Woman King, là, tourné au Bénin. C'est encore les producteurs américains, c'est des acteurs afro-américains. Et je vous dis, il y a des afro-américains qui ne se sentent même pas africains. Ils disent qu'il ne faut pas les appeler afro. Ils disent qu'ils sont des noirs indiens. Moi, j'ai vu ça sur TikTok, comme je parle anglais. Mais je vous dis, c'est aberrant. Donc, à quel moment nous avons une identité africaine que nous revendiquons pour que nous soyons un peu l'élite? Donc, c'est à partir de là qu'en tant qu'entrepreneur, parce que je suis d'abord entrepreneur dans l'agriculture et dans pas mal de choses, on n'a pas assez parlé de moi, mais c'est pas grave. Et cet esprit d'entrepreneuriat a fait que j'ai créé donc une maison d'édition qui édite d'abord mes œuvres et je peux accompagner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont procrastinants, comme vous. Vous dites que vous écrivez votre livre en 15 ans. Moi, je peux vous aider à écrire, on peut travailler sur ça, par exemple, vous aider à écrire un livre plus vite. Nous allons causer après l'émission. Faire un travail éditorial, par exemple, accompagner des personnes. Parce que, à quoi sert-il d'avoir... Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont mystifiés par Amazon. C'est gratuit de mettre un livre sur Amazon. C'est gratuit. Il y a des gens qui vendent ce service-là. Moi, je vous le dis, vous passez par moi, je vous aide à mettre un livre gratuitement sur Amazon. Ça vous donne une visibilité. Je vous aide à faire un travail éditorial. Bon, ça, par contre, c'est pas gratuit. Un travail éditorial. Voilà. Et ma maison de production cinématographique, donc, qui a vocation à traduire au cinéma toutes les œuvres littéraires. Et ces livres-là sont écrits de façon que ce soit adapté. Parce que quand j'écris mes livres, je vois ça comme des films. Ça, c'est des films dans ma tête. Et donc, j'écris des aventures, j'écris des histoires, parce que je veux qu'on sorte sur des paradigmes toujours ennuyants, de parler du drame et du drame et du drame. Nous pouvons parler d'autres choses qui peuvent intéresser la jeunesse. Joseph Zambo, que fait le ministère des Arts et de la Culture au Cameroun pour promouvoir le livre? Bon, mais moi, je pense qu'il faut qu'on nous enlève les éditions clés, tout ça là. Il faut déjà que les livres camerounais, écrits par les Camerounais, qu'on les recouvre beaucoup plus dans le système éducatif camerounais. Quand on me dit que le livre de mon grand-père est en train de se lire au Gabon... Et il y a même le livre, il y a même le livre de Armand Claude Abanda, fils de prélat, je pense également, qui a été récupéré au Gabon. On a mis dans les programmes scolaires. Et très dernièrement, je pense que c'est au Congo. Voilà. C'est Armand Claude Abanda, fils de prélat. Mais au Cameroun, on n'est pas au courant. Naturellement aussi, les Gabonais sont en train de briller même par des contenus vidéo qui valorisent justement non seulement la culture, le livre. Les gens comme Chocolat des filles et bien d'autres, on les ressent beaucoup plus comme des personnes qui lisent beaucoup, qui vont dans la documentation. Et je pense que c'est une promotion qu'ils font chez eux. Et naturellement, après le travail que fait le monsieur et puis Chocolat des filles, il y a des gens derrière qui veulent aussi parler, mais sentent eux qui ne peuvent pas courir avec un gars qui a lu 40 livres. Ils commencent aussi, eux aussi à lire aussi tout doucement pour essayer. Et puis c'est une culture qui s'installe. Aujourd'hui, même les télévisions chez eux, ils commencent à organiser des débats
suite à des actions et tout le monde vient avec ses livres, vient avec ses références et on essaie de les confronter et c'est une culture qui se multiplie de plus en plus du côté du Gabon. Et c'est ce que moi je suis en train de lutter depuis le début. Écrivez vos livres, mais rassurez-vous qu'il y ait des gens qui vont les lire et rassurez-vous de mieux les inciter à lire, de créer un marché et surtout d'arranger aussi vos contenus. Parce qu'en réalité, tu vois un livre écrit par un Africain, ce n'est pas différent d'un livre écrit par un Américain. Vous revenez toujours avec des expressions. Vous voulez un style africain? Mais je suis africain. Est-ce que la connaissance n'est pas universelle? Je veux lire des choses que je vais me retrouver dedans. Des choses qui concernent mon environnement. Qu'on parle de Bolova, Yaoundé, Douala, Kribi, qu'on parle des choses que je vais connaître. Les Camerounais... Le problème également est qu'un écrivain camerounais, oui, bon, disons africain, oui, qui décide aussi d'écrire, il peut aussi se dire, mais attendez, pourquoi ne pas élargir mon horizon? C'est-à-dire, si j'écris simplement, bon, moi, je suis là, on parfait ici, je suis là de Bancomo, j'écris mon ouvrage pour qu'il soit lu à Ebolova, à Comdeux, ainsi de suite. Est-ce que je ne suis pas en train de restreindre ce champ, cet horizon? Moi, je pense que les 10 plus grands livres du monde, quand on veut, vraiment, pour trouver Afrique dedans, c'est compliqué. C'est-à-dire, les gens parlent de leur espace, parlent de leur écosystème, parlent de l'environnement qu'ils vivent. Et vous vous battez de vous adapter où vous êtes selon votre environnement et vos références sur place. Mais moi, je dis que les Africains écrivent des choses parce que leur première cible, c'est leurs frères, leurs sœurs, les pays d'à côté. C'est d'abord nous les Africains. C'est nous qui devons porter les livres des Africains pour les amener ailleurs. Donc tu ne vas pas écrire un livre en tant que Camerounais pour que ce soit d'abord les Américains qui commencent à l'aimer. Il faut d'abord que les Camerounais de chez toi commencent à les aimer. Très bien. Voilà. Merci. Joseph pose là un problème de contenu. Il y a un téléspectateur aussi qui a parlé de cette affaire-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous écrivons? Comment nous l'écrivons? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que le contenu également n'est pas important lorsqu'on se met à l'écriture? Le contenu est déterminant, parfois. Ici, si le premier ouvrage que tu vends est nul, ça fait très mauvais débat. La prochaine fois que tu vas écrire le second, on ne te l'achète pas parce que tu nous as trompé, tu as fait beaucoup de com depuis que c'était venu, on était sûr que c'était la magie, mais après ça n'a pas marché. Certainement le contenu il sert. Je voulais encourager les confrères à écrire, Un jour, il y a faut dire que vous-même, vous êtes également écrivain. Hein? Oui, je suis par la grâce de Dieu écrivain. Ouais. J'ai écrit un livre pour aider un tout petit peu les entrepreneurs et j'en écris actuellement. Actuellement, il y en a au moins 19 qui sont en chantier sur lesquels je suis en train de travailler pour justement décoloniser la mentalité africaine et amener les gens véritablement à changer leur perception. Et je crois que pour le faire, on a besoin que l'État s'implique, on a besoin que les Camerounais eux-mêmes commencent à aimer la lecture. Pour moi, c'est effectivement une insulte de dire que si on doit cacher les choses à un noir, vraiment on doit le mettre dans un livre. Est-ce que l'écriture ou le texte a un lien avec la peau? Que quand on est blanc, on est jaune, on est brun, on ne peut pas... Non, il faut arrêter ça. Et moi, je dis, il faut vraiment que les gens se mettent à la lecture. Il faut arrêter de dire que j'ai abandonné la lecture parce que quand j'ai fait 2 pages, j'ai dormi. Il faut arrêter de dormir. On doit les exorciser. Non. Moi, je dis, on doit le délivrer. Moi, je dis, il faut lire. C'est obligé au Cameroun même. Non. Parce que si on n'oblige pas les choses, c'est comme ça que ça avance pas. Il est un peu cultivé, il est suffisamment cultivé parce qu'on a obligé le système éducatif à lire c'est un petit peu d'ouvrage. Sans ça, il y aurait des informations qu'il n'aurait pas à cette heure-ci. Donc pour moi, on doit obliger les enfants à lire. J'ai dit à ma petite en sortant à la maison que bientôt je vais prendre la télé là, le grand écran là, je vais vendre, je vais acheter la bibliothèque avec vous allez lire pendant les congés. Parce que c'est un impératif. Les parents doivent commencer à arrêter les enfants, ils donnent les livres à lire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film The Good Doctor. Oui. The Good Doctor, c'est un film que quand j'ai fini de regarder, j'étais à Kaélé à cette époque-là, étudiant. Je me suis levé, je cherchais la bibliothèque. Je voulais lire. Parce que c'était un film qui présente un noir qui est arrivé aux États-Unis. Il est bête. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est vraiment bête, parfait. C'est-à-dire que quand on sort les nuls, le gars est nul. Et un jour, sa maman qui est en train de se battre comme ça, elle n'arrive pas à jouer les deux parce que son père les a abandonnés. Elle arrive un jour, elle doit faire la gagner au marché pour aller faire le devoir chez un professeur. Elle arrive chez le professeur, elle voit une série de livres comme ça. Elle demande au professeur, j'ai une question, vous avez lu tous ces livres? Le professeur dit que oui, j'ai lu tous ces livres-là. Elle est restée, elle était dépassée. Elle rentre à la maison, elle a éteint la télé.
Elle a dit à ses enfants qu'à partir de maintenant, vous allez lire. Vous allez lire. Chacun d'entre vous va aller à la bibliothèque. Et ça change leur vie. Il va me prendre 2 livres et il va me faire le résumé de ces livres en fin de semaine. Ils ont combattu contre leur mère a dit que vous allez seulement lire. Et ce monsieur a été le plus grand neurochirurgien de toutes les États-Unis d'Amérique. Ça change leur vie. Et ça a changé leur vie. Ils sont en train d'histoire parce qu'ils ont appris à lire. Donc pour moi, les parents là, arrêtez vos enfants. Ils n'ont qu'à commencer à lire. Alors là, ça devient compliqué. Hein. Mais si on doit forcer pour qu'on puisse gagner plus tard, je pense que ça vaut la chandelle. Pierre Blériot, oui, on nous encourage à lire, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi des lectures qu'il faut éviter? Non, il faut d'abord commencer à lire. Je vais expliquer à M. Zambo ce qui lui arrive. L'incapacité à lire, c'est comme l'abandon de l'activité physique. Au début, ça vous fait mal. Ça vous fait dormir, ça fait tout ce que vous avez décrit là. Mais il faut persévérer. Mais pour les petits enfants, c'est plus facile. Quand vous faites de l'addiction à la lecture, moi j'ai fait de l'addiction à la lecture, au point de détruire mes yeux. C'est-à-dire, je lisais couché, debout, partout. C'est bien. Je connais quelqu'un qui fait de l'addiction, qui continue à en faire, le professeur Mathias Eric Ounangui. Il faut tout lire d'abord, il faut lire. C'est en fait une disposition qui commence à vous créer un manque. Et la culture générale vient de la lecture. Vous ne pouvez pas être suffisamment cultivé. Moi, j'ai connu des camarades en philosophie qui n'avaient pas lu. C'est quand même ahurissant. Nous, dans des filières comme celle-là, vous êtes supposé, si vous êtes un mauvais philosophe, avoir lu 1000 livres, si vous êtes mauvais. Parce que il y a tellement à lire que vous ne pouvez même pas ouvrir votre bouche. Si vous parlez de philosophie et que vous n'avez que les bribes de ce que le prof a dit là, on va vite vous découvrir. Donc, c'est une culture. Et plus on est jeune, mieux ça vaut. Il faut diviser les livres. Il y a des livres plus faciles. Parce que quand on entraîne les gens à lire, les livres comme les Harlequins, il faut tout lire. En fait, il faut que vous commenciez à faire de l'addiction à la lecture. Ensuite, vous irez donc vers des livres plus compliqués. Il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas commencer par la rationalité d'un discours nègre sur le... Non. D'abord, tu le comprends. Non, ça va te boucher. C'est-à-dire que ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Tu vas voir que c'est tellement obscur. Mais il faut commencer par des livres qui sont attrayants. Progressivement, l'esprit va s'habituer et vous irez vers des livres plus difficiles. Merci Blériot. Alors, partons en plus 47, c'est la Norvège. Que dit ce téléspectateur? Bonjour au plus que parfait de la modération, perfecto. L'Afrique doit intégrer la lecture dans sa culture. Un peuple qui lit est un peuple averti. C'est Jennifer Nombezi qui envoie donc ce message. Prenons un autre message très rapidement. Alors que dit ce téléspectateur? Bonjour, la majesté de la modération, je me nomme Atanganabala Emery. J'aimerais avoir le numéro du panéliste gabonais pour essayer de lui faire part de mon problème dans inbox propre à lui, car je veux me rendre dans son pays. S'il vous plaît, sa majesté, j'en ai vraiment besoin. Bon, essayez de m'appeler après l'émission, hein. On verra comment vous mettre en contact avec l'écrivain gabonais. Autre message très rapidement ce matin. Alors que dit le téléspectateur? Alors, c'est un long message, hein. Bonjour à tous. Un message d'honneur à l'endroit d'un monsieur que j'admire beaucoup. Hommage à monsieur Parfait, journaliste dévoué et passionné. Votre plume éclaire les consciences. Votre voix porte les histoires qui méritent d'être entendues. Merci pour votre engagement et votre contribution à la vérité et à l'information. Jean de Dieu depuis Kaélé, département du Mayo-Kani. Merci beaucoup. Maintenant, il parle dans du livre. Il dit ceci. Oui, les livres peuvent rapporter de l'argent à leurs auteurs et éditeurs grâce à 1. Vente de livres, 2. Droits d'auteur, 3. Adaptation, films, pièces de théâtre, etc. 4. Traduction, 5. Conférences et événements liés au livre. Cependant, le succès financier dépend de facteurs tels que la qualité du livre, le marketing, la cible et la concurrence. C'est une fois de plus ce genre de Dieu depuis Kaili. Un autre message, que dit le téléspectateur avant de revenir sur
un invité. La lecture est une activité enrichissante qui offre de nombreux avantages tels que, le message est long, hein, mais je vais le synthétiser. Et dit 1, amélioration de la compréhension et de la concentration. 2, développement du vocabulaire et de la langue. 3, réduction du stress et relaxation. 4, acquisition de connaissances et de perspectives. Traoré, est-ce que tout le monde peut lire? C'est comme a dit Pierre Blériot, c'est que c'est une disposition qui se cultive. C'est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Le cerveau, c'est la même chose. Il faut se mettre dans des dispositions. Nous sommes tous l'espèce Homo sapiens sapiens. Donc, on a tous normalement les mêmes capacités cérébrales. Au départ, à la naissance. Ceux qui ne sont donc pas là à l'école. Ah bon, déjà, ceux qui ne sont pas là... Le problème de la lecture, c'est qu'il y a la barrière de l'alphabet. Il faut savoir déjà lire. L'alphabet. Voilà. Donc, si on ne sait pas décoder cet encryptage-là, on est bloqué. Mais là, je pense qu'on parle de la lecture audio. Voilà. Mais là, je suis sûr qu'on parle de toute personne qui sait déjà lire et écrire. Donc, est-ce que cette personne qui, comme par exemple, mon frère Zambo, je pense que le cousin des Zambo en Guissa peut-être. Pas encore. Bon, donc... par exemple, comme a dit M. Blériot, c'est-à-dire que c'est parce que vous ne vous êtes pas habitué à faire ce marathon que vous le trouvez pénible. Mais je vous dis, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, vous allez voir que les choses vont se faire. Et là, il y a des livres justement d'apprentissage, d'autodétermination personnelle qui existent, les Dan Carnegie et compagnie, qui font du coaching, qui permettent de sortir de sa zone de confort. Il y en a qui ont cette disposition facilement, qui n'aiment pas rester qui s'ennuient vite. Donc, ils essaient de découvrir d'autres choses. Il y en a qui aiment rester dans leur petit cocon. Mais vous pouvez surmonter ça. Vous êtes un intellectuel. J'ai vu vos interventions. Donc, normalement, la lecture ne doit pas être un sacerdoce. Alors, Traoré, vous, en tant qu'écrivain, avez-vous une expérience qui vous a marqué? Dans la lecture? Dans la lecture. Ah oui, c'est le premier livre que j'ai lu, c'était en 1989, quand je me suis fracturé le bras. J'avais 10 ans. J'ai fait 2 mois à l'hôpital. Et j'ai lu le livre de... Things Fall Apart, le monde s'effondre, le chinois Achebe. Voilà, donc je découvrais, je passais en 6e, je passais au CM2. Et au CM2, je me mets à lire un livre comme ça. Ça a changé ma vie. C'est ce qui m'a poussé à faire de l'écriture et de la lecture. Voilà. Après ça, il y a eu Maryse Condé qui a écrit Ségou sur justement une histoire d'une famille qui s'appelle Traoré aussi, qui a subi l'esclavage et tout ça, plein de choses. Et c'est vraiment une saga qui m'a beaucoup inspiré. Et à partir de là, vraiment, je me suis retrouvé dans l'univers du reste. J'ai lu tout, j'ai lu les Harlequins. J'avais une cousine qui aimait beaucoup lire. Vous lisiez les Harlequins? Comme il a dit. Mais vraiment, M. Blériot, tout ce qu'il a dit est vrai. C'est-à-dire, lisez tout. Lisez tout. C'est l'un des secrets. Ça m'a entraîné. Ça m'a entraîné à pouvoir avoir une fluidité dans la lecture. Ça augmente les capacités intellectuelles parce que vous apprenez, vous retenez, vous formez réellement. Ça demande un effort intellectuel au-dessus de celui de regarder un simple film. Oui, Joseph Zambo. Oui. Moi, que d'aller chaque fois au snack et en boîte de nuit. Non, ne donnez pas ça comme ça. Il faut lire. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand je vois les séries avec lesquelles les gens parlent du livre, je pense qu'on va un peu lire. Ça vous fait rire? Non, il faut seulement. Non, je vous dis. Vous trouvez qu'ils ont des soucis? Je suis le représentant de ceux qui ne lisent pas. Mais par contre, on va te sortir de cette affaire. Je regarde beaucoup, c'est-à-dire YouTube. Tous vos auteurs là, moi je les connais parce que leurs histoires, les résumés des livres. Mais vous ne les avez pas lus. Mais j'ai dit l'aspect physique. Vous êtes un titrologue. Dès que je regarde ça comme ça, 2 minutes, c'est mort. C'est le lendemain que je me souviens que je devais lire un livre hier. Donc comme je vous Ibrahim va te suivre. Je vous vois sérieux. Je dis aussi à ceux qui nous regardent qui sont comme moi parce que nous sommes plus nombreux que vous. Ça c'est clair. Donc on va s'arranger à essayer. Mais je vais commencer par ma fille. Ibrahim, mon frère, quand tu dors, Ibrahim, tu lis encore. Que dites-vous aux Africains lorsque nous parlons du livre et on met en relief le développement? Je pense que les Africains aujourd'hui ont besoin de penser. Et vous voyez, la première phase ou la première étape de l'apprentissage, c'est l'imitation. Sauf qu'on ne peut pas imiter quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est dans les ouvrages qu'on va trouver ça. Donc, mon conseil, véritablement, c'est de faire des efforts pour apprendre à lire. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas au départ, vous allez finir par aimer l'exercice. Très bien. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour conclure. Et parfait, j'aimerais saluer quelqu'un qui vous salue également, qui m'a interpellé mardi passé quand je sortais de l'émission. Et il a couru derrière moi, monsieur Ibrahim, quand j'allais au bureau vers la barrière. C'est monsieur Batik Mbok Armand. Il a dit, salut moi personnellement, parfait ici, pleurer
le mec, et il est Joseph là. Monsieur Ibrahim, c'est vous, non? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, pardon, j'ai dit, je vais le faire à Mondio Vision. Non, il fallait que je te salue d'abord. Moi, j'ai un problème. Après la salutation, là, il y a quoi? Je crois qu'il a je crois qu'il a entendu. Maintenant, j'attends les vraies salutations. Ah, une mauvaise nouvelle à Traoré. Laquelle? L'émission est actuellement terminée. C'est une catastrophe humanitaire. Merci à Joseph Zambo qui était là qui était là ce matin. Merci à Ibrahim. Merci à Pierre Bleriot, notre consultant. Merci surtout à Ndama Traoré Yakoubé que nous avons reçu ce matin. Il est de nationalité gabonaise, mais ici chez nous en Afrique, nous ne connaissons pas ces choses. C'est un frère. Il est venu nous rendre visite sur Info TV. Il était écrivain et son dernier ouvrage s'intitule Okogo, l'arbre de la connaissance, tome 1, la naissance d'un héros. Et pour cela, nous vous disons merci. Transmettez nos salutations au président Oligui Nguema du Gabon. Il entendra. Oui, c'est un grand panafricain. Oui, transmettez-lui les connaissances d'Info TV. Lorsque nous avons dit cela, ne ratez pas la rediffusion de votre programme tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?